Ça y est, on est à Las Vegas et c'est le podcast AWS en français en direct de Las Vegas. On va essayer de débriefer quelques-unes des annonces qui sont faites ici à la conférence AWS. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue. Merci d'écouter le podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins d'habitude dans les bonnes applications de podcast. J'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, c'est pas vendredi, mais aujourd'hui c'est un jour spécial parce que cette semaine se tient à Las Vegas la conférence AWS re:Invent. Vous savez, c'est la grande conférence client qui se tient depuis plus de 10 ans maintenant, 13, 14 ans, quelque chose comme ça, ici à Las Vegas. Et c'est typiquement ici que AWS fait les grandes annonces, donne le ton un peu de l'année qui va venir. Et depuis plusieurs années, depuis 5-6 ans maintenant, on fait un debrief plusieurs fois par semaine pour essayer de digérer toutes ces informations qui sont parfois... il y en a beaucoup, c'est ça que je veux dire. On était en train d'en discuter avec mon invité juste avant de commencer l'enregistrement de ce podcast. Petite précision temporelle, nous sommes mardi matin, il est 8h40 heure de Las Vegas, donc ça fait 17h40 heure de France. La keynote de Matt Garman vient de commencer, donc les grosses annonces vont arriver, il y en aura encore et vous aurez d'autres épisodes un peu plus tard pour suivre ces annonces-là. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même plein de choses à dire et pour débriefer ces premières annonces, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu. Mathieu Bonnet, bonjour, tu es responsable du CCOE, le Cloud Center of Excellence chez Soprasteria en France. C'est pas ton premier re:Invent, hein? Non, je suis déjà venu plusieurs fois, moins que toi, mais je reviens toujours avec plaisir. Ouais. Et quelle est ton impression jusqu'à présent? Donc de nouveau, on est mardi matin, ça vient de commencer, mais tu as déjà assisté à des sessions, etc. Tu sens le vibe, le ton? Donc, encore une fois, beaucoup de monde, beaucoup de gens motivés. On voit des gens qui sont là avec leur laptop, qui codent, donc assis assis par terre le long des murs. Et puis, donc, comme tu disais, le ton, c'est beaucoup l'AI et les agents. Et donc, ce lundi matin, donc, on a eu des premières sessions, et donc en particulier autour de Agent Core et donc de ces différentes fonctions. Donc Agent Core, si vous n'avez pas suivi les derniers épisodes, je me permets de t'interrompre avant de revenir à ta session. C'est un service qui permet de déployer des agents. Ce que nos clients nous disaient, c'est bien, j'ai des agents, je les ai développés, et puis je les mets où? Dans Lambda, ECS, EKS, et Agent Core, on vient un peu aux bases d'AWS finalement. C'est le Undifferentiated Heavy Lifting, la plomberie nécessaire pour déployer des agents. Donc il y a un environnement d'exécution, mais il y a aussi tous les services dont des agents ont besoin, des services de gestion d'identité, de gestion de persistance, des outils pour accéder au web, etc. Il y a 7 ou 8 différents services autour d'Agent Core. Donc la session à laquelle tu as assisté hier parlait de quoi? Alors, était spécifique justement à un de ces 8 outils-là. Et donc, en fait, il y en avait 2. Donc la première session, c'était sur globalement les outils d'observabilité des agents. Et puis la deuxième, c'était donc sur ce qui s'appelle Agent Core Memory. Et donc, ce qui permet en fait de partager une mémoire entre des agents, donc pour favoriser la collaboration, avec un mécanisme un petit peu à double niveau, c'est-à-dire que Agent Core gère une mémoire court terme, donc une interaction basée sur une session, basée sur des acteurs. Et puis, en fait, il est capable de colliger finalement les informations de la session dans une mémoire plus long terme, qui permet aux agents de dialoguer sur un temps plus long. Et là, un des use cases qui était mis en avant dans cette session, c'était un use case donc d'analyse financière, où un agent commence à préparer le terrain, va chercher des données dans différentes bases de données internes de l'entreprise et puis fait des requêtes à d'autres organismes financiers. Donc ça, c'est un agent finalement qui va un peu aller chercher, creuser les informations. Et ensuite, un autre agent, par le biais de cette mémoire, vient récupérer le résultat de ces premières investigations, des données qui ont été extraites, des retours des autres institutions financières, et va pouvoir effectivement les mettre en forme et produire ce rapport basé sur ces échanges à partir de ce composant de mémoire. Et donc c'est un persistent data store, c'est une espèce de base de données, mais je suppose qu'il y a de la sémantique également, du RAG dans Agent Core Memory. L'idée, c'est vraiment de pouvoir garder le contexte sur de longues périodes de temps. Voilà, et donc pouvoir le rappeler à travers, donc soit à court terme par un identifiant de session, soit à plus moyen terme éventuellement par un identifiant d'acteur. Quel est au nom de quelle personne finalement cette mémoire elle a été interrogée, elle est relative à qui? Et puis oui, ça c'est super important ce que tu dis, parce que c'est pas tout de garder
les données pour un agent donné, sans jeu de mots, mais il y a différents utilisateurs. Si toi, tu interroges l'agent, tu as accès à tes données. Si moi, j'interroge l'agent, j'ai accès à mes données. Donc, il y a une ségrégation des données en fonction de l'identité de qui est derrière. Oui, tout à fait. Donc, il y a une segmentation des données, d'une part, et puis d'autre part, il y a aussi une question de, finalement, quand je passe mes données de cette session court terme à une session plus moyen terme, donc on n'est plus dans quelques minutes, mais dans quelques jours, finalement, qu'est-ce que j'en retiens? Et donc, a priori, Agent Core Memory permet à trois méthodes différentes finalement pour agréger ces informations court terme dans des informations moyen terme, et c'est même également reconfigurable avec du prompt, quoi. Une des choses que je vois qui se dégage, et on le dit depuis le début de l'année, 2025 c'est l'année des agents, et je crois que Reinvent 2025 c'est vraiment le reinvent des agents. On ne parle plus de large language model, enfin ça devient un enabler, comme on dit en mauvais français, en franglais. C'est finalement le modèle qui fait les choix, l'orchestration, mais l'intelligence, c'est vraiment l'agent qui est capable d'accéder à différents outils, d'accéder à différents contextes, à différentes bases de données. Et on voit des agents partout. Agent Core, c'est la plateforme qui vous permet à vous, les clients AWS, de déployer vos agents, mais on voit des agents dans tous les services AWS qui débarquent aussi. Une des grandes annonces d'hier, c'était, j'ai presque envie de dire, la V2 d'AWS Transform. AWS Transform, ça a été lancé l'année passée, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc des services qui permettent de migrer du code mainframe vers du code plus moderne, ou migrer du vieux Java vers du Java plus moderne. Et là, maintenant, on voit des agents dans Transform. C'est aussi une session où tu as eu un pré-briefing sur AWS Transform. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques semaines, le product manager de Transform qui était venu nous présenter finalement la manière dont il voulait faire évoluer ce service-là. Et donc, en particulier, de passer d'un modèle où Transform est spécifique d'une certaine version de Java à une certaine version de Java, ou d'une certaine version de .NET à une autre version de .NET ou de Linux, vers quelque chose d'un peu plus méta, où on va pouvoir finalement paramétrer ces transformations-là, et où on va pouvoir soit donner des consignes très précises, soit laisser l'agent finalement aller attaquer la bibliographie sur le sujet, et proposer en fait des chemins de transformation pour du code en back-office, quoi. C'est ça, jusqu'à présent, les agents, c'était des trucs qui tournaient sur mon laptop et qui permettaient à moi d'interagir avec un agent. Avec Transform, on a des agents qui tournent au long cours, j'ai envie de dire, des agents qui sont déployés sur des serveurs ou sur Agent Core, par exemple, et qui font des tâches qui concernent plusieurs développeurs à l'échelle d'un projet. On passe à un niveau au-dessus, là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir chaque développeur qui a son agent localement et qui va gérer son périmètre de code, la promesse de AWS Transform, c'est de passer à l'échelle et de pouvoir dire, en fait, non, j'ai un agent derrière les rideaux qui va travailler sur un patrimoine de code, qui va le transformer, qui va éventuellement interagir avec l'équipe de développement quand il rencontre des nouveaux contextes ou qu'il a besoin de faire des choix finalement dans sa manière de transformer. On retrouve un peu le concept du steering file local, mais là, ça va être en interaction appliqué au niveau d'un projet. Appliqué au niveau de l'équipe. Ouais. Donc, il enrichit son propre steering file au fur et à mesure. Et puis, il va pouvoir travailler aussi en back-office et donc régulièrement venir sur ce patrimoine de code qu'il gère, proposer du code migré dont l'équipe va s'emparer, qu'elle va tester et puis recéter et puis réintégrer dans les branches de code principales. Il y a un nouveau mot pour décrire ces agents qui travaillent sur la distance et sur plusieurs machines et qui collaborent avec des équipes, les frontier agents, je ne sais pas comment on va traduire ça en français, les agents frontières, non, c'est probablement pas une bonne traduction, mais qui dénote justement cette caractéristique d'agents pour travailler entre eux, pour travailler sur la distance, sur la longue durée et à l'échelle d'un projet. AWS Transform, ça a été annoncé hier. Il y a 3 versions. Il y a alors je vais essayer d'être correct sur les noms. Il y a AWS Transform pour mainframe, il y a AWS Transform Full Stack Windows et AWS Transform Custom. Ouais. Donc effectivement, en tout cas Custom, c'est cette version de AWS Transform qu'on va pouvoir paramétrer. Donc on va pouvoir effectivement soit proposer un plan de transformation pour le patrimoine qu'on
qu'on veut transformer. Donc l'article de blog là qui était super intéressant, écrit par Mathéus Guimarães. Oui. Et donc là un exemple très parlant qu'il donnait, c'était la migration donc de Node 16 vers Node 19. Et effectivement donc là pour le coup dans l'exemple, on laisse la main au modèle pour proposer un chemin de transformation de ce patrimoine et il propose une démarche très structurée. Un peu comme finalement les tasks dans Kiro, où on va retrouver un passage de la version 16 à la version 17, avec des tests, une recette, on marque l'étape, on s'assure que c'est transformé, et puis ensuite il passe de la version 17 à la version 18, puis de la version 18 à la version 19. On peut se dire que c'est un peu laborieux, mais en même temps... C'est la best practice, non ? Voilà, c'est la best practice, et c'est ça qui permet d'arriver au meilleur résultat final, quoi. Avec beaucoup de tests intermédiaires pour s'assurer qu'on dégrade rien et que finalement le résultat est à la meilleure qualité possible. Alors celui Mainframe, je n'ai pas eu l'occasion de regarder encore. Celui de Windows a quelque chose d'intéressant, la AWS Transform Windows. Et jusqu'à présent, on avait déjà AWS Transform pour .NET, qui migrait du vieux code .NET en code plus récent, ou permettait de faire des transformations pour déployer du .NET sur Linux et se séparer des licences Windows. Là, ils vont un coup plus loin parce qu'ils font aussi de la migration full stack. Donc, ils migrent également l'application front-end et la base de données avec analyse du schéma, avec utilisation d'AWS DMS, Database Migration Service, pour migrer la base de données depuis SQL Server vers Aurora, de transformer les requêtes SQL si jamais il faut transformer des requêtes SQL. Mais l'idée, c'est vraiment de se détacher. Si vous payez trop cher en licence Windows SQL Server, ça a l'air d'être l'outil pour vous. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder celui-là également. Non, moi C'était sur Custom. C'était vraiment Custom qui m'avait en tout cas marqué dans cette étape finalement de rendre ce service-là complètement configurable et de pouvoir effectivement faire du any to any plutôt que des migrations de versions très spécifiques comme c'était le cas avant. Oui, si on lui donne les bons steering documents, les bonnes règles, il peut migrer à peu près n'importe quoi vers n'importe quoi. C'est quelque chose que tu vois utiliser chez des clients, par exemple, pour des migrations de code base, pour des vraies applications de taille d'entreprise? C'est des sujets qu'on suit avec beaucoup d'attention. On a eu pas mal de... Enfin, on voit que, en tout cas sur le sujet du mainframe, c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos clients. Aujourd'hui, on avait des chemins de transformation avec soit de la recompilation en micro-focus, soit de la transformation en particulier de COBOL vers Java avec Blue Edge. Et le fait de pouvoir, par le biais d'un agent, accéder à quelque chose qui va pouvoir peut-être restructurer un petit peu plus le code et prendre en charge une plus grande partie de la dette technique, c'est une promesse qui est vraiment très alléchante. Et donc, c'est des choses qu'on va évaluer pour pouvoir effectivement les proposer, parce que ça change vraiment le niveau de capacité finalement qu'on a à migrer ces codes-là et à gérer leur obsolescence. Ouais. Alors, il y a eu des tas d'autres choses aussi. C'est parti un peu dans tous les sens. N'hésite pas à m'interrompre parce que je vais faire une espèce de liste d'inventaire à l'après-vert. Vous aussi, vous prenez les éléments qui vous intéressent. Et puis, si vous voulez creuser, de toute façon, vous avez tous les liens dans les notes du podcast. Comme d'habitude, dans votre application de podcast, vous scrollez un peu, vous avez les liens et vous pouvez lire les blog posts. Premier qui m'a interpellé, c'était pas plus tard que dimanche déjà, ça commençait, avec Interconnect Multicloud. Donc, un service entièrement managé qui permet de connecter AWS à d'autres cloud service providers, et on va commencer avec Google parce que la réalité dans les entreprises, en tout cas les grandes entreprises, c'est le multicloud. Aujourd'hui, je suppose que c'est quelque chose que tu vois chez les clients aussi. On a au moins deux cloud providers, AWS et Google, ou AWS et Azure. Ouais. Et puis on voit même des clients avec trois qui ont les trois, tout à fait. Et puis depuis différents clouds internes, mais en tout cas plusieurs clouds publics. Ouais. Donc l'idée, et je vous lis ce que j'ai à l'écran, c'est de faire une connexion gérée qui vous permet d'établir une connexion privée, résiliente, haute vitesse, faible latence entre vos VPC directement chez AWS et puis l'équivalent des VPC chez les autres également, pour simplifier cette interconnexion. Je crois que c'est une bonne chose pour les admins réseau. Ouais, de toute manière, quand ces clients qui sont en multi-cloud, ils se posent toujours beaucoup la question de la latence inter-application et de la taille des grappes qu'ils doivent tirer finalement dans le cloud quand ils migrent. Donc on essaie de rationaliser, de puis tirer des grappes ensemble dans chacun des clouds, histoire que les applications fonctionnent bien ensemble et que la latence soit pas trop élevée. Et donc effectivement, cette interconnexion
La promesse que ça apporte, c'est peut-être un peu plus de souplesse dans la gestion des grappes applicatives, et donc et de pouvoir avoir des applications déployées d'un côté et de l'autre qui arrivent à communiquer avec des très bonnes performances et qui donc facilitent la migration au bout du compte. Et la simplicité probablement de configuration. Attention, j'ai pas vu le pricing non plus, regardez le pricing. Donc on commence avec Google, mais il y en aura d'autres. C'est déjà annoncé maintenant, donc je suppose que Azure viendra très rapidement. Deux changements côté DNS aussi. Un qui m'interpelle un peu, vous savez que la région US East 1 a eu un souci de disponibilité, si je peux faire un understatement, en octobre ou en novembre. Un des problèmes que les clients ont eu pendant ce problème-là, c'est qu'ils n'avaient plus accès au control plane du DNS, donc ils ne pouvaient plus changer leur configuration DNS. Et souvent, la configuration DNS, c'est ce qui permet de basculer d'une région à l'autre aussi. Donc il y a des clients qui n'ont pas pu basculer d'une région à l'autre parce qu'ils ne pouvaient pas changer les DNS settings. Donc on a analyser cela et ils introduisent, je cherche le nom exactement, Route 53 Accelerated Recovery. Donc c'est une nouvelle option dans votre console Route 53 qui permet de migrer en cas de problème de disponibilité le control plane sur une autre région et donc de vous permettre à continuer à modifier votre configuration DNS en cas d'indisponibilité de US East 1. Je ne pense pas que c'était un lancement prévu pour reInvent, ça je crois que ça ressemble plus à quelque chose de réactif suite à ce problème qu'on a eu. En revanche, il était prévu sur Route 53, c'est un global resolver pour faire de la résolution Anycast DNS. Alors on en parlait juste avant. On va devoir creuser un peu plus quand même pour vous expliquer cela. De ce que j'en ai compris jusqu'à présent, c'est un moyen de simplifier la configuration DNS quand vous avez des setups hybrides avec à la fois du DNS public et à la fois du DNS privé au sein de vos VPC. C'est ma collègue Esra qui écrit cet article. Lambda a eu son flux de nouveautés également. Le premier qui est sorti, en termes chronologiques, c'est Lambda sur EC2. Et là, si vous êtes développeur Lambda, vous allez dire « Oui, mais attendez, là, je n'ai pas compris ». En fait, un des challenges qu'ont les développeurs Lambda, c'est que c'est ce modèle de pricing à l'invocation. On paye à l'invocation. Et donc, pour des workloads très imprévisibles, où il peut y avoir des pics de trafic et puis plus de trafic, etc. C'est très intéressant. En revanche, si on a un workload très constant, avec du travail tout le temps et des fonctions lambda qui sont appelées en permanence, ça peut coûter très cher, même plus cher qu'une alternative Docker, ECS, EKS, EC2. Et là, il nous amène le meilleur des deux mondes, où c'est le service lambda qui va démarrer des instances EC2 dans mon compte. Ces instances EC2 sont entièrement gérées, donc c'est pas plus de travail pour moi. Ils vont déployer mes lambda sur ces instances EC2. Et donc, je paye un prix fixe par mois pour les instances EC2, avec un petit markup, parce qu'on les gère entièrement, c'est 15% de markup au-dessus du prix normal EC2. Mais donc, je vais payer un prix fixe par mois, tant que l'instance EC2 est là. Enfin, fixe, ça dépend quand même de l'autoscaling traditionnellement. Et donc, je vais plus avoir cette consommation à la requête, ce qui va me permettre de mieux contrôler mes coûts pour des applications qui sont en demande constante, qui ont besoin d'un trafic permanent sur Lambda. Alors, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Jérémy qui faisait remarquer que tu disais à la requête. Je crois qu'en fait, dans le modèle de tarification, c'est le temps d'exécution qui va être basculé sur le coût des machines EC2. C'est correct. Et par contre, la facturation à l'exécution, elle est inchangée. Ouais. Donc il y a toujours les 20 centimes par million d'invocations de la fonction lambda. Mais le temps d'exécution, les millisecondes d'exécution CPU, eux, basculent sur EC2, ce qui permet aussi de faire valoir ces saving plans ou ces reserve instances EC2. Ça permet aussi d'accéder à du matériel que lambda ne fournit pas. Si on a besoin de matériel spécialisé avec du high throughput I/O, quelque chose, etc., on peut définir des instances EC2 qui correspondent mieux aux besoins de nos fonctions lambda. Alors, il y a un gros changement quand même, c'est qu'une fonction lambda, c'est une requête est exécutée par une micro-VM. Ça a toujours été comme ça dans lambda depuis 10 ans. C'est sur Firecracker, dans la version lambda traditionnelle. Ici, le runtime est installé sur une instance EC2 et il peut obtenir des événements et donc il va traiter des événements en parallèle. Donc on peut avoir deux événements traités en même temps par le même code
sur la même C2, ça veut dire que vos fonctions lambda doivent être écrites d'une façon à ce qu'elles autorisent la concurrence. Donc si vous avez des variables globales, elles doivent être en lecture uniquement, sinon on va avoir une thread qui va modifier la variable globale et l'autre aussi, vous allez avoir des problèmes à un moment ou l'autre. Ou si vous allez écrire des fichiers à certains endroits, par exemple, il faut s'assurer que chaque thread aille écrire dans son fichier à lui pour éviter les problèmes de concurrence. C'est pour ça qu'on ne supporte pas tous les langages de programmation pour le moment. On supporte Java, Python, Node.js, et un quatrième, .NET. Et les autres vont arriver, Go, Rust, Swift vont suivre pour l'année à venir. COBOL. Je crois pas que COBOL est un runtime officiel de Lambda. Je pensais à Ruby plutôt, qui lui est un officiel, mais qui n'était pas nommé dans la liste. Donc, si vous développez du Ruby, il faut attendre un peu. Et puis, quelque chose qui est tombé 2 minutes avant qu'on commence l'enregistrement, c'est des fonctions Lambda durables. Jusqu'à présent, les fonctions Lambda, vous les appelez, elles s'exécutent, et puis on perd la micro-VM, on perd le contexte. Si vous avez besoin de persistance, il faut une base de données, typiquement DynamoDB. Et là, de nouveau, c'est tombé vraiment 5 minutes avant qu'on commence à enregistrer, mais l'idée, c'est de pouvoir faire des checkpoints dans votre code de fonction lambda, de manière à pouvoir persister de l'information et la récupérer dans une invocation plus tard, sans nécessairement passer par une base de données. C'est mon collègue Denis qui a écrit le blog post, et je vous invite à lire le blog post, on en reparlera probablement plus tard dans le podcast en français. Et ça, c'est compatible avec l'exécution sur EC2 ? Bonne question. Bonne question. Je sais pas. Tout ça, ça vient de tomber. En fait, pour la petite histoire, donc on enregistre à Las Vegas pendant la keynote de McGarman. Et donc j'ai une page devant moi avec toutes les annonces, et chaque fois que je rafraîchis cette page, il y a plus de choses. Et c'est assez effrayant parce que vraiment, avant qu'on ouvre les micros, ou 10 minutes avant, il y avait les annonces de dimanche soir et lundi. Et puis qui étaient encore raisonnables. Et puis maintenant, ça part, mais alors dans tous les sens. Je vous en cite quelques-unes. Inventaire à l'après-vert, interromps-moi si tu veux dire quelque chose. Amazon Nova 2 Sonic, donc les nouveaux modèles Nova. Sonic, c'est le modèle qui permet de faire de la conversation, donc bidirectionnelle. Je peux interrompre, ça permet de faire ce que vous faites peut-être avec ChatGPT dans votre application, vous parlez à votre chatbot plutôt que d'écrire avec le chatbot. Mais j'ai compris que Sonic avait été aussi très performant en reconnaissance du langage. Oui, il fait les deux, c'est dans les deux sens. Donc on lui parle et il comprend ce qu'on a dit, et puis il est capable de générer aussi du texte, de la voix en réponse. Je crois que pendant le Summit de France là, cette année, on a vu un Rex d'une entreprise qui avait mis en place Sonic, et sur lequel il avait vraiment, en termes de capacité à extraire l'information de ce que les clients échangeaient au téléphone, apportait vraiment un gros plus sur la compréhension et sur la qualité du système au global. C'est ce que j'avais dit en préparant cet épisode. Tu me disais que tu travailles beaucoup dans le monde des call centers avec Amazon Connect. Est-ce que tu vois une connexion entre Amazon Nova 2 et les call centers pour automatiser certaines conversations, mais à la voix et de façon peut-être plus naturelle que ce qu'on fait aujourd'hui? Là, en fait, les chatbots en call center étaient basés sur Lex. Mais voilà, en tout cas, les témoignages qu'on voit là, c'est que des modèles comme Sonic permettent d'aller vraiment plus loin en termes de capacité dans des contextes un peu compliqués, ou des reconnaissances de suites de chiffres ou des codes, d'aller plus loin et donc de débloquer certains use cases, quoi. Très compliqué, la reconnaissance de chiffres en français. J'ai travaillé 3 ans dans les équipes d'Alexa. Les ingénieurs s'arrachaient les cheveux, ceux qui en avaient en tout cas, parce que quand on donne un numéro de téléphone et qu'on dit 94, est-ce que c'est 94 ou est-ce que c'est 94 et c'est très difficile pour les modèles de découvrir ça. Il y a d'autres modèles aussi. On en reparlera, tout ce qui est IA, puisque j'aurai le plaisir d'avoir Virginie Matifet dans un autre épisode publié vendredi. Donc on fera un focus plus sur l'IA dans le prochain épisode publié vendredi, heure de France. Mais il y a Nova 2 Lite qui est sorti, il y a Nova Forge, il y a Nova Act pour du raisonnement et l'orchestration d'agents. Il y a des nouvelles fonctionnalités dans Agent Core dont tu parlais en début d'épisode pour évaluer l'output donné par un agent et pour mettre des policies aussi pour qu'on puisse déployer des agents à qui on peut faire confiance. Par exemple, imagine que tu as un agent service client qui est autorisé de faire des remboursements, par exemple, et on peut mettre des politiques en disant tu es autorisé à faire des remboursements jusqu'à tel montant. Un peu comme des politiques IAM, enfin ici c'est plutôt CEDAR, le langage de politique qui est utilisé, mais sur l'output des agents lui-même. S3 Vector, c'était en preview depuis le Summit de New York, July, c'est maintenant generally available, donc c'est un vector
store, un stockage de vecteurs, mais serverless, très intéressant. On ne doit pas payer pour la base de données qui tourne. Et la promesse, je crois que c'est aussi de faire beaucoup baisser le coût du stockage des vecteurs, parce que dans certains cas, je sais qu'on a utilisé par exemple des outils qui étaient proposés autour de Well Architected, donc le framework d'analyse des bonnes pratiques sur les architectures AWS. On déployait ces systèmes-là. Le coût, finalement, on ne stockait pas tant de documents que ça, donc quelques white papers autour de Well Architected et puis quelques documents d'architecture. On payait très vite assez cher. Et donc, le fait d'avoir une solution pour stocker des vecteurs à un prix plus abordable, c'est vraiment clé aussi dans la viabilité de ces use cases-là. Un des challenges pendant la preview que les clients nous ont remonté, c'est qu'il y avait beaucoup de limites sur le nombre de vecteurs, sur la latence, le nombre de queries ou d'opérations qu'on pouvait faire dessus. Tout ça, ça a été augmenté de façon significative. Donc maintenant, c'est vraiment un système prêt pour la production, à bas coût, en serverless, qui s'intègre avec Amazon Bedrock Knowledge Base, qui s'intègre avec OpenSearch. Donc dans Amazon Knowledge Base, qui est la solution RAG managée de Bedrock, on peut dire mon vector store maintenant c'est S3. Oui, c'est ça qu'on avait envie, dont on avait envie, hein, clairement. Donc ouais, là, s'il faut jouer avec du RAG, c'est vraiment quelque chose à regarder. 18 nouveaux modèles disponibles sur Bedrock. Alors c'est bien parce qu'on ne dit plus des modèles open source, ça m'hérissait les poils à chaque fois que j'entendais open source parce que le source n'était pas disponible, mais maintenant on dit des open weight, donc c'est les poids internes, les réglages du modèle qui sont disponibles, qui sont open source entre guillemets, notamment Mistral, Large 3, tiens. Puisqu'on est dans le podcast en français, autant le citer. Et Ministral, qui est le mini Mistral, qui sont disponibles maintenant. Mais il y a aussi des modèles de Google, Kimi AI, Minimax AI, que je connais même pas. Il y a des modèles d'NVIDIA, d'OpenAI, de Qwen, qui sont disponibles maintenant sur Bedrock. C'est bien de donner du choix, je crois, aux développeurs. C'est comme des instances EC2. Il y en a 800, mais c'est pas encore assez. Quoi d'autre? Des nouveautés sur SageMaker, des nouvelles instances EC2. Alors attention pour le nom, accrochez-vous. X8AEDZ, avec la dernière génération de processeurs EPYC AMD, optimisé mémoire jusqu'à 3 terabytes de mémoire. Tu ferais quoi si tu avais 3 terabytes de mémoire? Ouais, on utilise des fois sur des gros systèmes là, de gestion, d'agrégation de fichiers. Des bases de données en mémoire, ouais. les bases de SAP, ANA et des choses comme ça. Des saving plans pour économiser de l'argent sur les bases de données, ça c'est une bonne nouvelle également. Quoi d'autre? Je suis en train de découvrir tout ce qui tombe. C'est un peu, on serait dans une salle de presse, je disais, tiens, on a nos telex, nos téléscripteurs, l'info vient de tomber. Quoi d'autre? Transform, on vous en a parlé en détail. Route 53, on en a parlé en détail. Tiens, une nouveauté qui intéresse les partenaires, et tu es partenaire également, des changements dans la console de partenaires qui est maintenant intégrée à la console AWS. C'est quoi la console de partenaires, peut-être déjà pour nos auditeurs qui ne connaissent pas? Jusqu'ici, les partenaires géraient donc dans un système dédié qui s'appelait donc l'Amazon Partner Network Central, tout un tas de sujets, donc l'acquisition des compétences, par exemple, Well Architected, le suivi des opportunités. Et donc, c'était une gestion d'identité à part entière. Ça permettait aussi à nos collaborateurs de se connecter au portail de formation AWS, de suivre aussi leur certification. Et donc, la décision qui a été prise, c'est de réintégrer finalement ces pages directement dans la console. Et donc, les questions que ça pose, c'est aussi beaucoup la gestion de ces identités, comment ça évolue. Donc, maintenant, vous avez des milliers de collaborateurs qui vont devoir migrer d'un système à l'autre. Oui, tout à fait. Donc, autour de la certification et de la formation, donc on va utiliser Builder ID finalement. Très bien connu, voilà. Et puis après, pour les fonctions autour de la gestion du partenariat, donc maintenant, on va donner des users qui sont capables de se connecter à des comptes AWS aux personnes qui gèrent l'alliance. Et puis, ils vont y aller directement dans la console finalement pour faire le suivi du partenariat, les opportunités, les programmes, le Well Architected, etc. Ça, c'est le point de vue du partenaire établi avec des milliers de collaborateurs, mais il y a le point de vue du client. Dans un autre podcast AWS en français, j'avais reçu Étienne Janot, qui est un développeur individuel
et qui voulait vendre une solution de SaaS sur AWS. Et il expliquait à quel point c'est difficile d'ouvrir un compte partner et de commencer à lister sa solution sur le marketplace. Et cette intégration va faciliter le truc parce qu'il a le même compte AWS pour développer sa solution. Et à partir de là, il peut directement vendre la solution, accéder au CRM, travailler peut-être sur des deals partagés avec AWS, sans avoir à gérer des identités différentes et des comptes différents. Ouais. Donc, pour les plus petits qui veulent commencer à vendre, c'est peut-être une bonne chose. Ouais, il y a pas mal d'intégrations avec la marketplace. En fait, on va avoir aussi une capacité à redonner une vision dans ces écrans partenaires de tous les deals finalement qui sont faits à travers la marketplace. Donc ça va favoriser le travail de partenariat. Et puis en fait, alors hier on avait aussi pendant l'ISV Executive Summit for GenAI, on a eu donc le responsable des partenaires d'Anthropic qui est venu aussi nous parler des nouveautés autour de la marketplace. Et en particulier un des sujets, c'est que par le biais des modèles de Generative AI, on va aussi avoir la capacité finalement à faire des offres personnalisées gérées par les modèles de GenAI. Ah oui. Donc le pricing, on va pouvoir par le biais d'un prompt décrire finalement les conditions, par exemple les remises en volume, et donc un modèle sera capable directement de faire des propositions donc en fonction des volumes achetés à travers la marketplace. Alors, on parlait de Frontier Agent au début de ce podcast. Il y a encore quelque chose qui vient de tomber. Là, je rafraîchis ma page. C'est AWS DevOps Agent. Donc, c'est un Frontier Agent, un agent qui est capable de travailler sur le long cours, indépendamment que mon laptop soit ouvert ou non, sur des serveurs, et qui va pouvoir être déclenché soit manuellement, soit automatiquement en cas d'alerte sur mon infrastructure, CloudWatch, par exemple, et accéder à différents systèmes, CloudTrail, CloudWatch Logs, pour comprendre pourquoi j'ai une alerte sur mon infrastructure. Et donc, croiser des sources de données et faire une investigation pour essayer de trouver le root cause d'un problème de données, mais aussi s'interfacer avec des systèmes externes comme ServiceNow, des systèmes de ticketing, comme PagerDuty pour rappeler un ingénieur. Sauf que quand l'ingénieur sera rappelé qu'il va se connecter, il ne va pas partir de zéro. Il va déjà recevoir une première analyse faite par l'agent. Il pourra poser des questions à cet agent aussi pour dire tiens, est-ce que tu pourrais creuser un peu plus dans tel endroit, parce qu'il faut faire quand même confiance dans l'intuition humaine pour pouvoir guider l'agent. Et l'agent va jusqu'à proposer des solutions. Il peut s'intégrer avec GitHub, avec les chaînes de CI/CD aussi, pour voir quels sont les derniers changements qu'il y a eu sur l'infrastructure, si ce n'est pas un changement récent, justement, qui a causé le problème. Donc ça s'appelle AWS DevOps Agent, c'est en preview, mais c'est une preview publique, donc tout le monde peut y accéder. Même question que tout à l'heure, est-ce que tu te vois utiliser ça dans le contexte d'infrastructure ou d'infrastructure managée pour vos clients ? Tout à fait, hein, ça permet effectivement de réagir beaucoup plus vite donc là, en l'occurrence, au problème d'opération. C'est quelque chose qu'on faisait déjà aussi dans le domaine de la sécurité, puisqu'on on a aussi des modèles d'AI qui analysent les variations de comportement dans le compte, qui éventuellement génèrent des événements qu'on peut capter dans EventBridge, et donc dont on pouvait déjà automatiser les réactions. Donc c'est intéressant effectivement de pouvoir capter des événements supplémentaires sur les opérations pour pouvoir améliorer le temps de réaction. Security Hub fait ça notamment. Ouais, c'est ça. Et justement, on introduit un nouvel agent dans Security Hub aussi pour faire de l'analyse en temps réel de différents signaux et pouvoir classifier les risques. C'est-à-dire, de par la corrélation que je vois entre tel et tel événement, c'est un risque à haute priorité, à moyenne priorité, ou on peut simplement l'ignorer. Des nouveautés côté stockage avec du FX6 for NetApp ONTAP qui s'intègre à Amazon S3, ça c'est une bonne chose. De la réplication pour Amazon S3 Table. Pour les gens qui font beaucoup d'analytics donc S3 Table, si vous avez loupé l'histoire, c'est de l'iceberg managé. Je dois plus gérer la compaction et des choses comme ça, il le fait pour moi. Jusqu'à présent c'était monorégion, maintenant vous pouvez configurer la réplication plusieurs régions, ce qui permet à faire du disaster recovery, si jamais on veut s'échapper d'une région, comme on expliquait tout à l'heure. Mais ça permet à des équipes géographiquement distribuées également de pouvoir tourner leur job d'analytics sans se marcher sur les pieds, enfin, sans se consommer des quotas régionaux dans chaque région, oui, je me répète. Et de l'intelligent tiering aussi. Intelligent tiering, ça existait déjà sur S3 standard. Ouais. Et donc ici, c'est un opt-in, mais qui va automatiquement classer vos données dans des tiers de stockage moins chauds,
je suis Et moins vague, cher, donc, mais voilà. moins cher surtout, et donc d'optimiser vos coûts de stockage si vous avez beaucoup de données Iceberg, ce qui est le cas. Hein. Iceberg, c'est typiquement le data lake, et donc on a des données qui sont chaudes, et il y a des données qui sont froides aussi. On va accéder une fois par mois, par trimestre, par an, peut-être pour des batchs en fin d'année. Tout ça, c'est de l'actualité chaude, justement, comme les données. Elle est en train de se dérouler, et on viendra sur certains aspects, les aspects IA, IML, vendredi, avec Virginie. Il y a eu des nouveautés, et on va terminer par là, sur les serveurs MCP aussi. Alors, j'en ai repéré 2. Je vais peut-être te laisser commencer avec un serveur MCP pour les politiques IAM. Oui, ce qu'on a vu, tu parlais tout à l'heure aussi de donner les bonnes politiques aux agents pour qu'ils puissent effectivement réaliser les actions. Tu parlais de CEDAR. Donc là, cet agent MCP-là, MCP for IAM Policies, permettra effectivement à l'agent de générer le fichier de configuration des politiques de façon à ce qu'on puisse effectivement lui permettre de réaliser les actions sur lesquelles on se sera mis d'accord à travers un fichier de task ou un plan d'exécution. Donc je suis dans un projet, j'ai mon CloudFormation pour déployer ceci, cela, et la question typique que je me pose en tant que développeur, c'est quel est l'ensemble minimum de permissions pour déployer ce truc-là, enfin pour le déployer, mais aussi pour qu'il puisse fonctionner après. Et donc ce MCP serveur va m'aider à produire le fichier de configuration avec ces droits minimums que tu évoquais. Ouais. Ça, c'est super cool, parce qu'avant, soit on était paresseux, on mettait admin, et puis au moins pour développer. Mais il y avait souvent une phase comme ça quand même. Hein. Et puis après, on oublie de changer ça, et ça termine en production, ce qui n'est jamais une bonne idée. Soit, je crois qu'il y avait déjà un truc dans CloudTrail qui permettait de trouver les actions qui ont été utilisées sur une période de temps, et donc d'en déduire les politiques IAM qu'il faut pour ces actions-là. Enfin bon, dans CloudTrail, sur un compte, il peut y avoir plein de choses et pas juste une application. Donc trouver le set minimum. Donc là, si un serveur MCP peut m'aider à proposer effectivement le fichier de config minimal directement, c'est là aussi c'est un outil qui permet de faire de se reconcentrer finalement sur ce qu'on a envie de faire, et puis d'externaliser ses tâches techniques finalement. Et on peut, comme c'est un client MCP, on peut le mettre dans n'importe quel outil MCP. Donc Kiro, évidemment, c'est notre favori, mais si vous travaillez avec VS Code, avec Cloud Desktop ou d'autres, vous pouvez les utiliser aussi. C'est pas limité aux clients AWS. Et donc Kiro, dont on peut gérer a priori maintenant les souscriptions aussi directement dans la console. Ah oui, ça c'est super important. Parce que ce que vous nous aviez dit, le feedback des clients qu'on avait sur Kiro, c'est le prix fixe par mois, par utilisateur, c'est bien clair, mais c'était un pricing, un billing séparé du billing d'AWS. Et donc maintenant, ce que tu as découvert récemment... Maintenant, voilà, si on tape Kiro dans la console, en fait, on a une page pour gérer à la fois les souscriptions d'Amazon Q Developer et les souscriptions de Kiro. Et donc ça permet effectivement de potentiellement de financer ses abonnements de Kiro, en tout cas de les avoir soit dans la facture, soit de les financer par des promo codes si on en a. Quoi. Oui, c'est une facture AWS qui contient aussi Kiro et pas une facture sur le côté AWS. Et puis si vous avez des avantages d'avoir reçu des crédits pour un POC, pour autre chose, ou dans les workshops qu'on fait avec notre équipe, vous recevez des crédits, maintenant vous pouvez les appliquer sur votre compte AWS. Et ça vaut pour Kiro aussi. Donc ça, c'est un changement important dans Kiro qui prend du galon. Hein. Il devient de plus en enterprise grade. Donc ça a commencé comme vraiment un outil plutôt orienté développeur individuel. Mais il s'intègre de plus en plus avec AWS pour tout le reste, pour la gestion. Tu parlais de la console, j'ai été voir la console ce matin quand on a parlé de ça ensemble. On peut définir, tiens, j'autorise à Kiro d'utiliser des serveurs MCP par exemple. Ou voici la liste de serveurs MCP qui sont autorisés pour éviter que l'utilisateur aille rajouter tout et n'importe quoi de Kiro. Donc il y a du management de sécurité central au niveau d'une organisation. Et l'autre, c'est justement le serveur AWS MCP. Alors il y avait plusieurs serveurs MCP d'AWS qui ont été sortis cette année. Un qui s'appelait Knowledge Base, ou Knowledge AWS Knowledge, qui était la documentation AWS. Il y en avait un qui était capable de faire des appels API. Ils sont fusionnés. Il n'y a plus qu'un seul serveur MCP AWS qui utilise de l'authentification IAM. Donc vous devez avoir des credentials, access key, secret key. Vous devez être authentifié sur votre compte. Mais ce serveur permet de faire 3 choses. Il a un groupe d'outils qui permet d'accéder à la documentation. Donc si vous l'intégrez dans Kiro ou dans Cloud Code ou les autres, ça veut dire que vos agents ont toujours la dernière documentation à jour et pas des choses qu'il aura appris pendant son entraînement qui sont peut-être dépassées
et puis qui va ressortir pas nécessairement avec du contexte. Ouais, c'est ça. Là, tu vas pouvoir l'avoir vraiment from the manual, sans distorsion, sans hallucination. Exactement. Et on voit, hein, donc quand j'utilisais le serveur MCP Knowledge, qui est donc migré dans ce nouveau serveur MCP, on voit l'agent qui dit je vais aller chercher dans la documentation. Donc là, on suppose qu'il fait sa recherche RAG, vectorisée, etc. Et puis, il digère ce qu'il a trouvé de la documentation et il nous refait une réponse avec les liens. Donc, je peux vérifier, je peux cliquer et aller voir d'où vient cette information. Donc, avoir de l'information à jour. Et c'est pas que la doc, c'est aussi les blogs, c'est aussi les forums riposte. Donc, il y a plusieurs sources de données pour cette partie-là. Donc, j'ai dit 3 parties. Hein. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle, je n'ai pas le nom exact, mais enfin l'idée c'est de vous donner accès à l'API d'AWS, c'est-à-dire l'agent, via ce MCP serveur, sera capable de prendre des actions sur votre compte, déployer, accéder à des logs, arrêter, changer des paramètres, etc. Donc c'est pas uniquement aller consulter la documentation, mais c'est vraiment agir sur votre compte. Et donc là, tu as la garantie qu'il a accès à la toute dernière liste des API et qu'il va pouvoir avoir les dernières qui sont sorties, une vision des modifications qu'il y a eu dans les derniers mois. Et mieux que ça, il travaille avec mon identité, donc il hérite des droits que j'ai. Il ne va pas aller faire des choses auxquelles je n'ai pas droit, puisque c'est mon identité qui passe à l'API. On annonce le support de plus de 18 000 API. On dit souvent il y a plus de 300 services. Parfois j'ai la question, il y a combien d'API ? Ça donne une première idée, 18 000 API accessibles. Et la troisième partie me semble super intéressante également. Ils appellent ça des agents SOP. Alors j'ai posé la question à quelqu'un ce matin pour savoir c'était quoi SOP, et je crois que j'ai oublié déjà. Standard Operation Procedure, quelque chose comme ça. Reprenez-moi si c'est incorrect. Mais l'idée, c'est d'accéder à des best practices. Par exemple, si je veux déployer une application Node.js single page, quelle est la best practice ? C'est de créer un bucket, c'est de créer une distribution CloudFront, c'est peut-être de créer une base de données, etc. Donc il y a des architectures connues, des workflows connus pour des patterns connus. Et donc c'est une application de ces patterns-là qu'on va pouvoir demander pour des workflows, pour de la sécurité, pour du well architect, t'en parlais plusieurs fois, pour la gestion d'erreurs. Enfin voilà, il y a quelques catégories, je suis en train de les chercher. Voilà, setup d'infrastructure, donc les VPC, les multi-ASI subnet, les NAT gateway, configuration de la sécurité, donc mettre en place des contrôles de sécurité et de l'audit logging sur S3 par exemple, la gestion des bases de données, créer des bases de données, des clusters avec des managed credentials, avec de la rotation de credentials, setup du monitoring avec SNS, CloudWatch Alarms, et gestion des applications, donc déploiement d'applications full stack. Si vous avez une application Amplify par exemple, tu dis voilà, je voudrais déployer une application Amplify, et il va vous créer le projet selon les règles standards, les best practices. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais pour pouvoir faire ça. Donc c'est un seul agent. Bonne nouvelle, c'est entièrement gratuit, puisque vous payez pour l'infrastructure qui est générée par l'agent ou qui est déployée, mais pas pour l'agent lui-même. Et il est managé, donc c'est un HTTP, il n'y a rien qui tourne sur votre machine là. C'est juste le proxy qui tourne et qui fait les requêtes à un serveur HTTPS entièrement managé par AWS. Ouais, et donc ça, c'est aussi particulièrement intéressant pour la répétabilité, parce que c'est vrai que quand on a plusieurs développeurs qui bossent sur un projet, alors là en one-to-one, pas avec AWS Transform, ou sur plusieurs projets différents, et donc éventuellement pour une même entreprise, on a envie que les choses elles soient cohérentes d'un développeur sur l'autre, d'un projet sur l'autre. Donc ça, effectivement, je trouve que les SOP, ça va être une façon d'assurer la répétabilité des architectures. Et on en parlait aussi ce matin, il y a un petit peu un parallèle, je trouve, avec les steering files, où finalement, quand on a chaque développeur avec son agent, on peut avoir d'hétérogénéité dans la manière de procéder. Et là aussi, en complément des SOP, le fait de partager des steering files avec des consignes qui vont être transverses sur un projet ou sur un domaine ou sur un système d'information, ça va permettre effectivement d'avoir des choses plus cohérentes qui sont faites dans les différents points et d'avoir un système d'information qui est plus facile à gérer aussi. C'est quoi ton agenda pour la suite de la semaine ? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi ? Alors, ou tes attentes ? Là, en tout cas, le lundi, j'étais plutôt sur un format de conf courte, des talk ou des présentations. Là, je vais passer un petit peu plus sur des workshops.
Les mains dans le clavier. Voilà, les mains dans le clavier, sur le clavier je en pense tout cas. Dans le cambouis, sur le clavier. Je trouve qu'on rentre plus dans les sujets comme ça. Voilà, et puis donc j'irai voir la keynote de Matt Garman qui a eu lieu là pendant cet enregistrement. Toutes les keynotes sont disponibles en vidéo, je vous mets le lien également. Elles sont même dans Fortnite. J'ai appris ça hier, donc tu vas regarder la keynote. Voilà, donc j'ai regardé cette keynote-là. Avec attention, c'est le site de Swami, je pense qu'il risque d'être assez riche au vu du thème de cette année. Et puis jeudi, il y aura Peter DeSantis qui est responsable de toute l'infra, des data centers et de ce qu'on met dedans. Et son nom ne me revient pas. Brown, j'ai oublié. Bref, notre cher VP qui lui s'occupe de la partie compute. Donc c'est le monsieur en charge de ces deux lambda. C'est d'ailleurs un peu un des changements de cette année dans le reInvent, c'est que cette keynote autour de l'infrastructure et du compute, elle est déplacée donc au jeudi matin. Et Werner fera la keynote de clôture jeudi après-midi. Une keynote typiquement pour les développeurs, pour les architectes que vous êtes. Bien voilà, on vous disait depuis début de l'année que 2025, c'est l'année agentique IA. Et là, je trouve qu'il y a une tendance qui se dégage, c'est que quand on parle d'IA dans AWS, bon, évidemment, il y a toute la plateforme qui vous permet de déployer et de développer des agents, vos agents, mais on a dépassé le stade du petit chatbot dans la console qui m'aide plus ou moins à réaliser des tâches. On voit des services basés sur des agents qui tournent, des frontier agents, comme on dit, qui tournent à long terme eux-mêmes pour faire de la transformation, comme tu l'as expliqué, pour faire du debugging de problèmes quand il y a des problèmes. Et on passe à un niveau... Ouais, je pense que vraiment, voilà, il y a un challenge autour du volume du code qu'on est capable de traiter. Il y a un challenge un peu aussi sur le fait d'étaler le temps d'interaction avec l'agent dans la durée. Et donc, on s'attaque progressivement à étendre finalement le scope de ce que ces agents peuvent gérer, de ce qu'on va pouvoir faire avec et de la productivité que ça apporte. Mathieu Bonnet, responsable du CCO Cloud Center of Excellence chez Sopra Steria. Merci d'avoir peut-être levé tôt, enfin de toute façon avec le décalage horaire, on se lève tôt pour venir enregistrer cet épisode, d'avoir loupé la keynote, mais enfin on va pouvoir la revoir en vidéo. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Il y aura un autre épisode publié vendredi où on fera plus le point sur la partie data et AML avec Virginie Mativet, que vous avez déjà entendu dans ce podcast. Et puis on fera encore un troisième épisode d'analyse, mais plus à froid celui-là, avec un peu de distance. On prendra plus le temps de creuser certains sujets. Ça sera le vendredi après la semaine de reInvent. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.